Grand format de l'actualité sur la télévision africaine, le temps et le temps. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition. À la une du journal, la COP23 s'est lancée du côté de Bonn en Allemagne. Les pays du monde entier parlent du changement climatique. Pendant cette séance, sera réexaminé et revisité les accords de Paris, la COP21. Denis Sassou Nguesso, le président congolais, président de la commission climat du bassin du Congo, a pris la parole pour appeler la communauté internationale à se mobiliser pour le fonds bleu. Propos de Denis Sassou Nguesso, engagement des États du monde pour sauver la planète. Ce sera le focus de cette édition du 20h. Le 20h, c'est également la recherche et développement du côté de la République centrafricaine. À nouveau, on parle agriculture comme levier de développement. Les pouvoirs publics et autres organisations se mettent en œuvre pour essayer de trouver les chemins de développement de l'agriculture. Les terres sont fertiles. La République centrafricaine reste suffisamment riche, d'où doivent provenir les moyens afin de soutenir la politique agricole. Vous le verrez dans cette édition. Et puis c'est un véritable chemin de croix, la nationale numéro 10 entre Bertoua et Molundu, dans les profondeurs du soleil levant. Ce que vous avez en image, c'est ce qui sert de route pour les usagers de ce côté. Les commerçants et autres se plaignent. Rien ne change et davantage en cette période de pluie. Faire le voyage là-bas est un véritable calvaire. Vous vivrez quelques clichés de ce calvaire dans cette édition du journal. Mesdames, messieurs, voilà pour la vitrine. Une fois de plus, bonsoir. D'abord, ce drame enregistré dans la localité de Betareoya, région de l'Est. Ce sont les échauffourées qui ont fait 2 morts. Un exploitant minier chinois et un riverain camerounais. Le Camerounais a été abattu par balle par l'exploitant chinois alors que le Chinois a succombé au jet de pierres venant des populations en termes et en guise de vengeance. Qu'est-ce qui s'est passé à Betareoya? Les sources bien introduites indiquent que les populations revendiquent les dédommagements à la suite de cette exploitation, dit-on, sauvage, des richesses du sous-sol dans cette partie du pays. Les Chinois n'ont pas accédé à ces revendications, d'où les échauffourées qui ont fait, comme je vous disais, 2 morts, un côté chinois, un côté camerounais, 5 blessés également chinois enregistrés, dont 2 dans un état critique. Les échauffourées se sont poursuivies à l'hôpital de Betareoya où sont internés les Chinois blessés. Les populations voulaient en découdre avec ces ressortissants chinois. Nous y reviendrons. Et puis dans la localité de Ouaza, on parle également d'un drame de ce côté. C'est un homme en tenue 2015 promotion qui a abattu une dame présentée comme sa copine dans une affaire qui n'a pas encore été décryptée. Les mobiles ne sont pas connus jusqu'à présent. Après ce drame, le jeune soldat camerounais a tenté de se donner la mort. D'autres éléments nous seront également proposés dans nos prochaines éditions d'information. Et puis ce communiqué qui sonne comme un démenti. Hier, quelques informations circulaient faisant état du décès du directeur général de la SODECAO, Jérôme Vondo, est bel et bien en vie. D'ailleurs, il est le signataire de cet avis de décès qui annonce le décès de M. Pan Daniel Roger, directeur général adjoint de la SODECAO, survenu le 15 novembre 2017 des suites de maladies. En cette douloureuse circonstance, dit le directeur général, il présente à la famille si durement éprouvée les condoléances de l'ensemble du personnel auquel il associe l'expression de sa très profonde compassion. Cet important texte du président directeur général du groupe L'Anecdote, vu l'arrêté du 26 mai 1995 portant création du journal L'Anecdote, vu le statut particulier du groupe L'Anecdote, vu le règlement intérieur, vu l'organigramme du groupe, vu ses attributions, vu les nécessités des services, décide, article 1er, mademoiselle Lekwe Monkam Sidouane, précédemment, rédacteur en chef numéro 1, adjoint numéro 1, Vision 4 Télévision, et pour compter de la date de signature de la présente décision, relevé de ses fonctions et affecté à Satellite FM. Article 2, le directeur des ressources humaines, le directeur de Vision 4 Télévision, le directeur chef de chaîne et chef service du personnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision. Signé le président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Bellinga.
Parlons climat à présent. La COP23 a choisi Bonn en Allemagne pour ce rassemblement qui va revisiter les accords de Paris qui sont très critiqués aujourd'hui, notamment par les États-Unis d'Amérique. Denis Sassou Nguesso est présent, le président congolais, en tant que président également de la commission climat du bassin du Congo. Il appelle à la mobilisation internationale pour le soutien au Fonds bleu. C'est une initiative porteuse qui devrait permettre de sauver la biodiversité dans le bassin du Congo. Sylvestre Messi. À la tête d'une forte délégation congolaise présente à la COP23 à Bonn en Allemagne, Denis Sassou Nguesso invite la communauté internationale à soutenir l'initiative du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Nous pensons que la création de ce Fonds bleu, avec le soutien de la communauté internationale, pourrait permettre à ces pays de mieux gérer ces réserves forestières, ces réserves en eau, et accélérer le développement parce qu'il s'agira avec les eaux du bassin du Congo de produire déjà de l'énergie propre. Pensez seulement au barrage d'Inga, que l'on réalise le barrage d'Inga et que nous aurions produit de l'électricité propre pour une grande partie de l'Afrique. Avant l'ouverture officielle des travaux de cette 23e conférence sur le climat, Denis Sassou Nguesso et ses homologues Macky Sall du Sénégal, Mamadou Issoufou du Niger et Alpha Condé de la Guinée, président en exercice de l'Union africaine, se sont entretenus avec le chef d'État allemand Frank-Walter Steinmeier au sujet du financement des actions de prévention de l'environnement en Afrique. Les chefs d'État africains ont traduit à leur homologue allemand la nécessité de mettre en pratique les décisions prises lors de la COP21 à Paris, à savoir le financement à hauteur de 100 millions de dollars des actions de lutte contre les changements climatiques et la mise en œuvre du Fonds vert pour le climat. Le chef d'État allemand s'est engagé à accompagner l'Afrique dans ce combat. En sa qualité de président de la Commission du bassin du Congo et de l'initiative du Fonds bleu pour le bassin du Congo, Denis Sassou Nguesso a salué la volonté des Africains à parler d'une seule voix à la 23e conférence sur le climat qui s'achève ce 17 novembre. Et cette voix des pays africains insiste sur la mise en œuvre des accords de Paris relativement à la COP 21 qui sont devenus problématiques aujourd'hui. Les États-Unis, notamment sous Donald Trump, affichent des positions problématiques et controversées. Comment sauver la planète face à ces divergences et face à la nécessité justement d'une mobilisation mondiale? Mathieu Wamba. Malgré les menaces de retrait américain, les dirigeants du monde viennent défendre l'accord de Paris. Lors de cette conférence de Bonn sur le climat, le monde fait alors un pas vers une conscience écologiquement correcte. Chine, Inde, États-Unis. Les plus grands pollueurs ergotent sans mesure concrète. Inondations, tremblements de terre, glissements de terrain, fonte de glace, sécheresse sévère avec des implications négatives sur l'agriculture au sud. L'industrie du bois qui continue de sévir en toute impunité dans les bassins du Congo et de l'Amazonie, le pétrole et la liste de litanie est longue. Conséquence, le monde a vécu l'une des plus grandes sécheresses de son histoire en 2017. L'Afrique reste plus exposée et les différentes crises alimentaires enregistrées sur la Corne de l'Afrique attestent de l'urgence d'une harmonisation de vues pour sauver l'humanité. Les grandes mesures prises à Paris lors de la COP 21, à savoir la mise en route de la taxe carbone, l'implication du secteur privé dont les patrons de l'industrie dans la maîtrise des émissions de gaz polluants, restent caduques. Si l'Europe a adopté une attitude consciente face à la catastrophe qu'encourt l'humanité, l'Amérique de Donald Trump, elle menace de retirer sa participation à l'accord si chèrement obtenu à Paris et renforcé à Marrakech. Angela Merkel et Emmanuel Macron sont donc décidés à faire entendre raison à Donald Trump, qui reste accroché à son idée de rendre sa gloire à l'Amérique. Et la conséquence directe est le dérèglement du climat, tributaire d'une couche d'ozone fortement agressée par l'action humaine. C'est un sommet sous fond de haute tension politique entre l'Amérique et les économies antagonistes qui s'ouvre avec tous les yeux rivés vers la première puissance économique mondiale.
Et vous l'avez vu, Denis Sassou Nguesso est bel et bien présent du côté de Bonn en Allemagne pour cette conférence, 23e édition de cette conférence mondiale sur les changements climatiques. Entre-temps, sur place au Congo, la préoccupation est la sécurité pendant les fêtes de fin d'année. La police nationale est engagée. Plusieurs échanges et initiatives sont enregistrés. Le directeur général de la police au Congo a d'ailleurs tenu à faire des descentes sur le terrain, aller à la rencontre des personnels opérationnels sur le terrain dans différents commissariats pour réitérer cet appel à la sécurité absolue pendant les fêtes de fin d'année. Pascal Ngangandiaï. Face à la troupe relevant du très stratégique commissariat central du Djoué, dont le champ d'action est le plus vaste des 3 autres commissariats centraux sur les 4 que compte Brazzaville, avec la particularité d'être frontalier au département du Poul, région victime depuis 2016 des violences perpétrées par les rebelles ninja Siloulou, le directeur général de la police, le général de division Jean-François Ndengue, a salué l'exemple de courage et de combativité dont 9 braves agents de police relevant de ce commissariat ont fait montre au péril de leur vie le 4 avril 2016 lors des attaques et incursions terroristes ninja. Ces 9 agents de police chevaliers dans l'ordre du mérite congolais constituent la belle illustration du modèle de policier que le commandement de la direction générale de la police entend mettre à la disposition du haut commandement de la force publique et du chef suprême des armées pour défendre la patrie. Aux populations de Makelekele et de Madibou, ces 2 arrondissements qui abritent le commissariat central de Djoué, il a eu ce message qui rassure. La direction générale de la police va s'installer ici à Makelekele pour éradiquer tout ce qui est bébé noir, tout ce qui est Koulouna, tout ce qui est B23 ou B24, je ne sais pas quel nom vous pouvez donner à cela. Les mêmes orientations sur la rigueur, la fermeté et la discipline dans les rangs, il les a faites aussi à l'ensemble des agents de police du commissariat central des plateaux dans l'accomplissement de leur mission. Des instructions qui sont permanentes, donc on ne peut que s'en réjouir et promettre à la hiérarchie de faire mieux avant, pendant et après les festivités de fin d'année et du nouvel an 2018. Une chose est certaine, avec une telle mobilisation, la police ne va pas baisser la garde, au moins jusqu'après les fêtes. Et les bébés noirs ont du répondant. Allons en République centrafricaine, on l'a annoncé, cette série depuis quelques jours maintenant sur la diversification de l'économie, place à l'agriculture. Mais aujourd'hui, face aux difficultés économiques, comment la République centrafricaine peut-elle procéder pour développer l'agriculture et en faire un levier de développement? On parle là-bas de l'implication de tous, c'est ce qui a été rappelé lors de la mobilisation liée à la Journée mondiale de l'alimentation. Jean-Pierre Noah. La relance agricole peut et doit être pensée comme une stratégie de reconstruction. La foresterie, la production végétale, l'élevage et la chasse demeurent le socle de l'économie nationale en Centrafrique. L'agriculture étant le poumon vert de l'économie, la modernisation s'impose. C'est la modernisation de notre agriculture qui ouvrira de nouvelles perspectives à la jeunesse centrafricaine en les incitant à rester au pays, car leur avenir réside dans l'agriculture. Nous devons afficher cette ambition, tout en étant réalistes. Je note que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'efforce de s'inscrire dans cette volonté politique. Seulement voilà, le développement économique ne peut être possible sans l'implication de tous. La République centrafricaine traverse actuellement une crise sécuritaire qui reste d'actualité, ce qui provoque des déplacements des populations vers l'extérieur, une situation qui est loin d'être une fatalité. Et parce que le développement économique est une affaire de tous, le président Faustin Archange Touadéra lance un appel de cœur. Ceux qui s'inquiètent encore pour leur sécurité doivent pouvoir regagner leur domicile. Ceux qui se sont réfugiés dans les pays voisins doivent pouvoir revenir dans leur pays et vaquer à leurs occupations. Et ceux qui ont été victimes des exactions doivent recevoir justice pour ce qu'ils ont subi. Pour cela, chacun de nous doit apporter sa modeste contribution.
Pour qui s'est lié entre les lignes, il est clair que le développement de la République centrafricaine devra aussi passer par l'activité agricole. Et les responsables de la douane centrafricaine sont ici à Yaoundé dans une mobilisation africaine. Ils sont nombreux, ces responsables, à participer à cette rencontre sur la contribution de la douane à l'analyse des données de commerce extérieur au service de la sécurité et l'intensification du commerce intra-africain. C'est le thème de cette rencontre présidée, comme vous le voyez, par le ministre camerounais en charge des Finances, Alamine Ousmane Meh. La 9e réunion ordinaire du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine a été ouverte ce jour. L'objectif majeur est non seulement d'intensifier les échanges économiques intra-africains, mais surtout d'analyser les informations et mettre en œuvre l'utilisation de l'outil informatique pour une meilleure sécurisation des frontières. Rencontre capitale pour tous les responsables du secteur douanier de l'Union africaine. Vanessa Bindi. Promouvoir le commerce entre les pays africains, former une zone de libre-échange et mettre sur pied un accord pour le bénéfice de ces pays, voilà les sujets qui sont sur la table d'échange du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine depuis quelques jours, à l'occasion de la 9e édition de leur réunion ordinaire. Ce qui est nécessaire, c'est d'adopter les standards globaux qui sont produits par l'Organisation mondiale des douanes pour qu'aux frontières, les économies sont bien connectées. Et pour cela, on a besoin de vraiment procédures douanières, procédures frontières qui sont bien harmonisées. L'intensification des échanges entre les pays africains passe d'abord par l'assistance nationale à travers la sécurité de ceux-ci pour un meilleur développement économique et social. Et pour que ce développement économique et social puisse se réaliser convenablement, les douanes ont un rôle important à jouer aux frontières en matière de protection, à l'intérieur en matière d'accompagnement de l'activité économique, d'amélioration du climat des affaires, et aussi à l'intérieur en matière de protection de l'espace économique en utilisant les données financières disponibles, en faisant recours aux instruments modernes d'analyse des données. L'Organisation mondiale des douanes fait néanmoins face à de nombreux obstacles tels que le commerce illicite, qui est une menace sanitaire, et les organisations terroristes et criminelles. La douane peut identifier quelles sont les magnitudes de cette commerce illicite, mais aussi c'est en employant la gestion de risque, parce qu'il y a beaucoup de commerce et pour cela la douane reçoit beaucoup de données commerciales. La modernisation du secteur des douanes va donc permettre de renforcer le commerce intra-africain, de réduire ainsi la vulnérabilité des économies africaines pour une meilleure participation à l'agenda de développement du continent. Parlons transport à présent. Mardi prochain pourrait être un mardi noir, notamment à Yaoundé. 2 organisations syndicales du secteur des transports annoncent un débrayage, grève pour le secteur des mototaxis, mais également le secteur des transports routiers, notamment ceux qui font la ligne de Soa, où se trouve l'université de Yaoundé 2. Les organisations en question qui ont émis ce préavis de grève parlent toujours des abus divers venant de la police communale, mais également des forces de police régulières, avec plusieurs conséquences. Florent Zanga. Une marche à pied obligatoire pour les populations des zones urbaines et périurbaines du Cameroun s'annonce dès mardi 21 novembre. Le syndicat national des mototaximens est déterminé à observer son mot d'ordre de grève après le préavis déposé dans les services du Premier ministre le 6 novembre dernier sans suite favorable. Nous avons décidé aujourd'hui de faire un point de presse pour déclarer et pour donner notre détermination. Nous avons même saisi encore le Premier ministre tout à l'heure pour confirmer que la grève c'est mardi 21. Ils estiment être victimes d'abus, arnaques par des agents communaux, tracasseries policières, non-aménagement des espaces d'embarquement, pourtant conclus par les mairies et le ministère des Transports. On prend ta moto, l'impôt qui est à 4 000, même si tu as payé tout ça, tu as tous tes papiers, l'impôt, vignette, on vous arrête, on ne regarde pas tout ça. On t'amène là-bas, tu payes l'amende à l'auteur de 15 000, 10 000. Le secteur compte plus d'1 million d'acteurs sur toute l'étendue du territoire et a été reconnu par le chef de l'État dans un de ses discours à la jeunesse. C'est le même son de cloche
à la dynamique patriotique des syndicats nationaux et des acteurs des transports routiers du Cameroun, qui entend également observer son mouvement de grève le même 21 novembre, après le dépôt de leur préavis de grève datant du 7 novembre au Premier ministère, lui aussi resté muet. Sur ce préavis de grève, nous avions 5 revendications. Le transport clandestin, la liberté syndicale, le problème de route. 2 mouvements de grève dans les transports qui viennent rappeler celui du 23 novembre 2015, ici à la Camer, qui avait failli pousser les étudiants de l'université de Yaoundé 2 à la révolte. Les revendications restent les mêmes depuis pratiquement 2008, juste pour une histoire de paperasse, disent-ils, et d'arnaque. La réglementation de ce secteur va résoudre le problème du transport clandestin. Parce que nous avions revendiqué la reconnaissance de ce secteur d'activité. Jusqu'à aujourd'hui, la documentation n'est pas encore disponible. Les 2 mouvements d'humeur interviennent au moment où le pays vit des crises en zone anglophone, à l'extrême nord, et est au dernier virage de l'année électorale, mais ceci n'ébranle pas. Nous sommes bien conscients et je pense que les problèmes que nous posons sont des problèmes faciles à gérer. Quand nous avons les problèmes, on doit déposer sur la table du gouvernement. On ne doit pas attendre, regarder le moment où ceci, cela. C'est parce que nos gars sont arnaqués. Ils sont déterminés et entendent aller jusqu'au bout si cette fois leurs revendications ne sont pas résolues. On n'a pas besoin de grève pour faire la marche à pied sur la nationale numéro 10. Entre Bertoua et Moloundou, dans la région de l'Est, l'état de la route impose à certains endroits, d'ailleurs à plusieurs endroits, cette marche à pied. Pour les commerçants, c'est difficile. Certains tronçons sont traversés par des pirogues, les bacs étant en panne depuis quelques années maintenant. Chemin de croix, calvaire, raconté par Karine Okomo. Voici ce qu'il reste de la nationale numéro 10 qui relie Bertoua, chef-lieu de la région de l'Est, à Moloundou dans le département de la Bumba Ngoko. Cette longue route d'environ 400 km est de moins en moins praticable à cause de son état de délabrement avancé. La route est tellement mauvaise à un niveau que même les motos, même nous qui sommes les piétons, on est incapables de marcher. Tous les jours, c'est une véritable gymnastique que les populations sont appelées à effectuer pour se rendre à Bertoua et vice-versa. C'est en moto que les voyageurs atteignent le fleuve KDI, moyennant un coût qui varie entre 3500 et 5000, puis empruntent des pirogues pour la traverser, puisque le bac sur le fleuve est en panne depuis quelques années. Nous prenons les clients à 3500, 5000, donc ça n'a pas un montant fixe. Arriver ici à la KDI, c'est des femmes pour traverser, afin de prendre la voiture là-bas à 15 euros pour continuer jusqu'à Bertoua. Donc c'est tellement pénible, il n'y a pas la route ici chez nous. Une traversée qui n'est pas sans risque, car des personnes et des marchandises sont entassées dans ces pirogues, conduites par des personnes souvent inexpérimentées. Par ailleurs, le coût de transport entre Bertoua et Okadouma est passé de 4 000 à 15 000 francs CFA et les agriculteurs éprouvent des difficultés à écouler les marchandises vers les marchés. Face à cette situation, les riverains appellent à l'aide. On voudrait seulement que la route soit effectivement arrangée telle que pour les autres aussi, pour que le développement soit aussi. En attendant la construction d'un nouveau pont sur la KDI, les populations continuent de broyer du noir et espèrent que la route Bertoua-Moloundou sera bientôt réhabilitée. Wetansi. Parlons d'autre chose à présent. La sous-consommation du budget d'investissement public dans la région du littoral est toujours signalée, 25% seulement. Alors comptons déjà vers la fin de l'année 2017. Les maires semblent pointer un doigt accusateur aux différentes autorités et quelques lenteurs administratives. À la délégation du ministère de l'économie, on pense plutôt que le problème est fondamental. Il s'agit là des problèmes de maturation des projets. Maria Legui. À quelques jours de la fin de l'année 2017, la consommation du budget d'investissement public 2017 dans le littoral affiche 25%. Un chiffre relativement bas dont la conséquence directe est la faible réalisation des projets de développement. Généralement, on observe que l'État prend 3 mois pour procéder aux engagements de ces crédits transférés. Le deuxième facteur, n'est-ce pas, c'est les lenteurs dans les passations des marchés. Et également la corruption, je veux dire les retours commissions que certains acteurs du MINFI, n'est-ce pas, imposent aux prestataires de services. En outre, bon nombre de projets soumis au budget d'investissement public sont inexécutables, faute de maturation. Puis les meilleurs problèmes de montage de projet
du fait que la plupart des mairies, n'est-ce pas, ne disposent pas des ressources humaines compétentes sur ce sujet. Il faudrait tout simplement que les mairies se dotent des cabinets spécialisés à cet effet. Comme solution à la maturation des projets, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire préconise l'intégration des délégués dans le montage des projets. On n'aura plus un hôpital construit alors qu'on n'a pas une autorisation de construire l'hôpital parce que le délégué aura donné la carte sanitaire. On n'aura pas une école non faite parce qu'on a eu le budget d'investissement par rapport à cet ouvrage et on n'a pas le terrain pour construire. On aura les routes faites parce que le délégué compétent aura identifié les points critiques sur lesquels on peut s'appesantir pour élaborer le projet permettant d'exécuter cet investissement. C'est dire que les délégués occupent désormais une place prépondérante dans le développement de la région du littoral. Parlons d'autre chose à présent, et peut-être une bonne nouvelle pour la sécurisation des nouveau-nés dans les hôpitaux. On annonce désormais des mesures particulières avec des prélèvements dentaires, mais également avec des bracelets que porteront désormais les tout-petits dans les hôpitaux afin d'éviter les coups de vol. Le ministre de la Santé publique a annoncé cette nouvelle aujourd'hui, entre autres nouvelles également autour de la prise en charge des prématurés. Que retenir de cette sortie d'André Mamafouda, Sandrine Manza? L'usage du bracelet d'identification et du prélèvement dentaire des nouveau-nés dès la naissance sont de manière générale les annonces fortes faites par le ministre de la Santé publique. Des annonces qui interviennent dans un contexte marqué par le vol, voire disparition des nouveau-nés, soit dans les maternités ou encore dans les domiciles. Un phénomène qui gagne du terrain dans les grandes métropoles et qui nécessite ainsi la prise des mesures palliatives. Port de bracelets qui seront donnés dans nos maternités à tous les nouveau-nés lors de leur naissance. Et de même également, nous allons introduire l'empreinte plantaire. Mesures qui se sont ainsi invitées au lancement du 10 mois. Nous devons donc tout faire, non seulement pour leur donner des soins de qualité, mais surtout nous devons éduquer la jeune maman parce qu'on peut éviter d'avoir un enfant prématuré. Définie comme toute naissance survenant avant 37 semaines d'aménorrhée, la prématurité demeure donc préoccupante. Avoir une analyse de situation, une étude anthropologique pour comprendre les us et coutumes, les pratiques qui sont défavorables à la prématurité. 31 décès pour 1000 naissances en 2011 et 28 pour 1000 en 2014. Des progrès médicaux récemment accomplis permettent aujourd'hui de pallier cette immaturité, au moins en partie, et d'en réduire les conséquences. Cependant, des recherches se poursuivent pour améliorer encore la prise en charge de ces enfants, de plus en plus nombreux qui arrivent au monde un peu plus tôt. Vous l'avez certainement appris, c'est un coup de tonnerre sur ciel clair après la publication des admissibilités du concours l'ENAM autour de 17 h cet après-midi. Une décision du ministre de la Fonction publique porte annulation de ces résultats et annonce dans les meilleurs délais possibles la publication de ces résultats. Il faut rappeler justement qu'après la lecture de cet après-midi ou en fin d'après-midi étaient déjà annoncés comme admissibles les enfants Brenda Bia et Junior Bia, les enfants du chef de l'État. On attend la prochaine publication selon des sources bien introduites. Et puis cette journée, pour rester dans l'éducation, est consacrée à la philosophie. Journée internationale de la philosophie à travers plusieurs initiatives. La communauté internationale s'est donc mobilisée. Philosophie et biens matériels, c'est le thème de cette célébration instituée en 2005 par l'UNESCO. Cette journée vise à renforcer chez les apprenants la capacité de développer les valeurs intellectuelles. À cet effet, l'Institut polyvalent Ouagué a organisé une conférence présidée par le professeur Hubert Mono Njana au cœur de la philosophie avec un philosophe chevronné, Gaël Njakam. Toute une forte mobilisation ce 16 novembre à l'Institut polyvalent Ouagué pour célébrer la 16e édition de la Journée mondiale de la philosophie. Élèves, enseignants, corps administratifs et experts ont tous honoré au rendez-vous afin de rendre hommage aux icônes de la philosophie à l'image de Socrate. Comme chaque année depuis 5 ans déjà, l'Institut polyvalent Ouagué a respecté la tradition et n'a pas dérogé à la règle. L'établissement a pris le soin donc de décrisper un peu ce stress-là dans la tête de nos apprenants en déjà imprégnant d'abord les élèves de première.
Voilà, et puis en invitant donc régulièrement les éminents professeurs qu'ils croyaient être des extras, voilà, de toucher du doigt donc la substance même de la discipline. Présidé par le professeur Hubert Monondiana, philosophe, accueilli à son arrivée par la directrice Gisèle Ouagé, cette conférence aura permis aux amoureux de cette discipline de s'imprégner davantage des notions philosophiques. Il a donc invité les disciples de Socrate à viser l'homme comme une fin en soi et non comme un moyen. D'où le thème choisi cette année, à savoir philosophie et bien matériel. Les jeunes n'ont plus de valeur aujourd'hui. Je crois qu'il faut les ramener dans l'ambiance, dans l'atmosphère du respect des valeurs supérieures, et parmi lesquelles il faut bien considérer que la richesse n'est pas la valeur suprême. Elle n'est pas négligeable, la richesse, mais il faut canaliser la jeunesse pour qu'elle cherche le nécessaire. Les membres du club philosophie, les amis de Socrate, mis au devant de la scène, ont centré leurs activités sur la citation du philosophe Ebenezer Njomwele dans Jalon 1, l'initiative philosophique et indétachable des préoccupations pratiques. Une citation forte qui vient ainsi galvaniser et susciter de nouvelles ambitions au sein du club. Puisque mes membres et moi, nous avons écouté, nous allons juste mettre en pratique en essayant de faire la part des choses, c'est-à-dire changer notre point de vue sur ce qu'on avait à faire avant. Si peut-être on ne faisait pas les cours de philosophie, maintenant nous allons encore plus mettre l'accent sur les cours de philosophie. Diverses prestations musicales ont rythmé la célébration de la 16e édition de la Journée mondiale de la philosophie à l'Institut polyvalent Ouagé, avec pour objectif majeur promouvoir la moralité chez les jeunes et valoriser le respect de la dignité humaine. On interroge dans cette édition l'avenir politique de Robert Mugabe, les chefs d'État de la SADC qui étaient rassemblés au Botswana, n'ont pas encore trouvé les voies de sortie pour le vieux président. Les condamnations de l'Union africaine et de l'ONU semblent plutôt renforcer sa rébellion entre guillemets. Il n'accepte pas également les propositions de la médiation de l'Église catholique, ni celles des émissaires de Jacob Zuma. Une situation bien compliquée finalement, Mathieu Wamba. Même si la situation reste calme dans les rues de Harare, la tension reste palpable. Tout le monde attend les résultats des tractations entre les militaires, le président déchu et les émissaires sud-africains. Les différentes condamnations et appels au calme de l'Union africaine et de l'ONU attestent d'une envie de la communauté internationale d'éviter le désordre et un bain de sang au Zimbabwe. À 93 ans, celui qui a proclamé l'indépendance de son pays en 1980 laissera à coup sûr une image très caricaturale des chefs d'État du continent vus de dehors. Reste donc à l'armée et à la communauté internationale de lui trouver une porte de sortie et un avenir. Robert Mugabe s'apprête à quitter un pays qu'il a dirigé pendant 37 ans et qui l'a conduit à la ruine. Un pays prospère pendant les 2 premières décennies, mais qui a connu des secousses avec une politique de nationalisation mal gérée, une inflation du dollar zimbabwéen, une réforme agraire mal orchestrée, des phrases à répétition de l'homme et de sa très sulfureuse première dame Grace Mugabe. Mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase est sans conteste le limogeage de son compagnon de lutte et fidèle des fidèles, le vice-président Emmerson Mnangagwa, sous des prétextes fallacieux qui ont poussé l'armée à prendre position dans une crise politique qui se profilait au sommet de l'État. En décidant de lâcher Mugabe, la SADC ce matin à Gaborone apporte son soutien à un pays qui aspire au changement, mais surtout à une nouvelle orientation avec un guide nouveau pour sauver la sous-région d'une crise sociale et militaire. Le vieux ne veut pas lâcher du lest et recuse même les bons offices de l'Église catholique et même les émissaires de Zuma. Pretoria envisage une transition rapide et douce dirigée par Emmerson Mnangagwa qui visiblement se positionne comme l'as de trèfle de la SADC. Parlons sport et ça se précise de plus en plus quant à la fin de la saison sportive. On sait que le clou, c'est généralement la finale de la Coupe du Cameroun sous la présidence du chef de l'État. Les réunions se multiplient sous la houlette du ministre des Sports et de l'Éducation physique, en présence également des représentants des différents ministères concernés pour cette clôture de fin de saison. L'une de ces réunions a écouté également les différentes commissions qui sont impliquées. Nous reviendrons dans les tranches spécialisées sur cette information. Et puis, comme vous le savez, nous sommes jeudi, tout à l'heure à 21h. Prenez rendez-vous avec l'équipe conduite par Nathan Mougou dans le cadre au cœur des mystères, comme tous les jeudis soirs. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette édition du journal. Très bonne soirée à tous.
grand format de l'actualité sur la télévision africaine, le temps et le temps. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. À la une du journal, la COP23 s'est lancée du côté de Bonn en Allemagne. Les pays du monde entier parlent du changement climatique. Pendant cette séance, sera réexaminé et revisité les accords de Paris, la COP21. Denis Sassou Nguesso, le président congolais, président de la commission climat du bassin du Congo, a pris la parole pour appeler la communauté internationale à se mobiliser pour le fonds bleu. Propos de Denis Sassou Nguesso, engagement des États du monde pour sauver la planète. Ce sera le focus de cette édition du 20h. Le 20h, c'est également la recherche du développement du côté de la République centrafricaine. À nouveau, on parle agriculture comme levier de développement. Les pouvoirs publics et autres organisations se mettent en œuvre pour essayer de trouver les chemins de développement de l'agriculture. Les terres sont fertiles. La République centrafricaine reste suffisamment riche, d'où doivent provenir les moyens afin de soutenir la politique agricole. Vous le verrez dans cette édition. Et puis c'est un véritable chemin de croix, la nationale numéro 10 entre Bertoua et Molundu, dans les profondeurs du soleil levant. Ce que vous avez en image, c'est ce qui sert de route pour les usagers de ce côté. Les commerçants et autres se plaignent. Rien ne change et davantage en cette période de pluie. Faire le voyage là-bas est un véritable calvaire. Vous vivrez quelques clichés de ce calvaire dans cette édition du journal. Mesdames, messieurs, voilà pour la vitrine. Une fois de plus, bonsoir. D'abord, ce drame enregistré dans la localité de Betareoya, région de l'Est. Ce sont les échauffourées qui ont fait 2 morts. Un exploitant minier chinois et un riverain camerounais. Le Camerounais a été abattu par balle par l'exploitant chinois alors que le Chinois a succombé au jet de pierres venant des populations en termes et en guise de vengeance. Qu'est-ce qui s'est passé à Betareoya? Les sources bien introduites indiquent que les populations revendiquent les dédommagements à la suite de cette exploitation, dit-on, sauvage des richesses du sous-sol dans cette partie du pays. Les Chinois n'ont pas accédé à ces revendications, d'où les échauffourées qui ont fait, comme je vous disais, 2 morts, un côté chinois, un côté camerounais, 5 blessés également chinois enregistrés, dont 2 dans un état critique. Les échauffourées se sont poursuivies à l'hôpital de Betareoya où sont internés les Chinois blessés. Les populations voulaient en découdre avec ces ressortissants chinois. Nous y reviendrons. Et puis dans la localité de Ouaza, on parle également d'un drame de ce côté. C'est un homme en tenue 2015 promotion qui a abattu une dame présentée comme sa copine dans une affaire qui n'a pas encore été décryptée. Les mobiles ne sont pas connus jusqu'à présent. Après ce drame, le jeune soldat camerounais a tenté de se donner la mort. D'autres éléments nous seront également proposés dans nos prochaines éditions d'information. Et puis ce communiqué qui sonne comme un démenti. Hier, quelques informations circulaient faisant état du décès du directeur général de la SODECAO, Jérôme Vondo, est bel et bien en vie. D'ailleurs, il est le signataire de cet avis de décès qui annonce le décès de M. Pan Daniel Roger, directeur général adjoint de la SODECAO, survenu le 15 novembre 2017 des suites de maladie. En cette douloureuse circonstance, dit le directeur général, il présente à la famille si durement éprouvée les condoléances de l'ensemble du personnel auquel il associe l'expression de sa très profonde compassion. Cet important texte du président directeur général du groupe L'Anecdote, vu l'arrêté du 26 mai 1995 portant création du journal L'Anecdote, vu le statut particulier du groupe L'Anecdote, vu le règlement intérieur, vu l'organigramme du groupe, vu ses attributions, vu les nécessités des services, décide, article 1er, mademoiselle Lekwe Monkam Sidouane, précédemment, rédacteur en chef numéro 1. La maîtrise des émissions de gaz polluants reste caduque. Si l'Europe a adopté une attitude consciente face à la catastrophe qu'encourt l'humanité, l'Amérique de Donald Trump, elle menace de retirer sa participation à l'accord si chèrement obtenu à Paris et renforcé à Marrakech. Angela Merkel et Emmanuel Macron sont donc décidés à faire entendre raison à Donald Trump, qui reste accroché à son idée de rendre sa gloire à l'Amérique.
Et la conséquence directe est le dérèglement du climat, tributaire d'une couche d'ozone fortement agressée par l'action humaine. C'est un sommet sous fond de haute tension politique entre l'Amérique et les économies antagonistes qui s'ouvre avec tous les yeux rivés vers la première puissance économique mondiale. Et vous l'avez vu, Denis Sassou Nguesso est bel et bien présent du côté de Bonn en Allemagne pour cette conférence, 23e édition de cette conférence mondiale sur les changements climatiques. Entre-temps, sur place au Congo, la préoccupation est la sécurité pendant les fêtes de fin d'année. La police nationale est engagée. Plusieurs échanges et initiatives sont enregistrés. Le directeur général de la police au Congo a d'ailleurs tenu à faire des descentes sur le terrain, aller à la rencontre des personnels opérationnels sur le terrain dans différents commissariats pour réitérer cet appel à la sécurité absolue pendant les fêtes de fin d'année. Pascal Ngangandiaï. Face à la troupe relevant du très stratégique commissariat central du Djoué, dont le champ d'action est le plus vaste des 3 autres commissariats centraux sur les 4 que compte Brazzaville, avec la particularité d'être frontalier au département du Poul, région victime depuis 2016 des violences perpétrées par les rebelles ninja Siloulou, le directeur général de la police, le général de division Jean-François Ndengue, a salué l'exemple de courage et de combativité dont 9 braves agents de police relevant de ce commissariat ont fait montre au péril de leur vie le 4 avril 2016 lors des attaques et incursions terroristes ninja. Ces 9 agents de police chevaliers dans l'ordre du mérite congolais constituent la belle illustration du modèle de policier que le commandement de la direction générale de la police entend mettre à la disposition du haut commandement de la force publique et du chef suprême des armées pour défendre la patrie. Aux populations de Makelekele et de Madibou, ces 2 arrondissements qui abritent le commissariat central de Djoué, il a eu ce message qui rassure. La direction générale de la police va s'installer ici à Makelekele pour éradiquer tout ce qui est bébé noir, tout ce qui est Koulouna, tout ce qui est B23 ou B24, je ne sais pas quel nom vous pouvez donner à cela. Les mêmes orientations sur la rigueur, la fermeté et la discipline dans les rangs, il les a faites aussi à l'ensemble des agents de police du commissariat central des plateaux dans l'accomplissement de leur mission. Des instructions qui sont permanentes, donc on ne peut que s'en réjouir et promettre à la hiérarchie de faire mieux avant, pendant et après les festivités de fin d'année et du nouvel an 2018. Une chose est certaine, avec une telle mobilisation, la police ne va pas baisser la garde, au moins jusqu'après les fêtes. Et les bébés noirs ont du répondant. Allons en République centrafricaine, on l'a annoncé, cette série depuis quelques jours maintenant sur la diversification de l'économie, place à l'agriculture. Mais aujourd'hui, face aux difficultés économiques, comment la République centrafricaine peut-elle procéder pour développer l'agriculture et en faire un levier de développement? On parle là-bas de l'implication de tous, c'est ce qui a été rappelé lors de la mobilisation liée à la Journée mondiale de l'alimentation. Jean-Pierre Noah. La relance agricole peut et doit être pensée comme une stratégie de reconstruction. La foresterie, la production végétale, l'élevage et la chasse demeurent le socle de l'économie nationale en Centrafrique. L'agriculture étant le poumon vert de l'économie, la modernisation s'impose. C'est la modernisation de notre agriculture qui ouvrira de nouvelles perspectives à la jeunesse centrafricaine en les incitant à rester au pays, car leur avenir réside dans l'agriculture. Nous devons afficher cette ambition, tout en étant réalistes. Je note que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'efforce de s'inscrire dans cette volonté politique. Seulement voilà, le développement économique ne peut être possible sans l'implication de tous. La République centrafricaine traverse actuellement une crise sécuritaire qui reste d'actualité, ce qui provoque des déplacements des populations vers l'extérieur, une situation qui est loin d'être une fatalité. Et parce que le développement économique est une affaire de tous, le président Faustin Archange Touadéra lance un appel de cœur. Ceux qui s'inquiètent encore pour leur sécurité doivent pouvoir regagner leur domicile. Ceux qui se sont réfugiés dans les pays voisins doivent pouvoir revenir dans leur pays
et vaquer à leurs occupations. Et ceux qui ont été victimes des exactions doivent recevoir justice pour ce qu'ils ont subi. Pour cela, chacun de nous doit apporter sa modeste contribution. Pour qui se lit entre les lignes, il est clair que le développement de la République centrafricaine devra aussi passer par l'activité agricole. Et les responsables de la douane centrafricaine sont ici à Yaoundé dans une mobilisation africaine. Ils sont nombreux, ces responsables, à participer à cette rencontre sur la contribution de la douane à l'analyse des données de commerce extérieur au service de la sécurité et l'intensification du commerce intra-africain. C'est le thème de cette rencontre présidée, comme vous le voyez, par le ministre camerounais en charge des Finances, Alamine Ousmane Meh. La 9e réunion ordinaire du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine a été ouverte ce jour. L'objectif majeur est non seulement d'intensifier les échanges économiques intra-africains, mais surtout d'analyser les informations et mettre en œuvre l'utilisation de l'outil informatique pour une meilleure sécurisation des frontières. Rencontre capitale pour tous les responsables du secteur douanier de l'Union africaine. Vanessa Bindi. Promouvoir le commerce entre les pays africains, former une zone de libre-échange et mettre sur pied un accord pour le bénéfice de ces pays, voilà les sujets qui sont sur la table d'échange du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine depuis quelques jours, à l'occasion de la 9e édition de leur réunion ordinaire. Ce qui est nécessaire, c'est d'adopter les standards globaux qui sont produits par l'Organisation mondiale des douanes pour qu'aux frontières, les économies sont bien connectées. Et pour cela, on a besoin de vraiment procédures douanières, procédures frontières qui sont bien harmonisées. L'intensification des échanges entre les pays africains passe d'abord par l'assistance nationale à travers la sécurité de ceux-ci pour un meilleur développement économique et social. Et pour que ce développement économique et social puisse se réaliser convenablement, les douanes ont un rôle important à jouer aux frontières en matière de protection, à l'intérieur en matière d'accompagnement de l'activité économique, d'amélioration du climat des affaires, et aussi à l'intérieur en matière de protection de l'espace économique en utilisant les données financières disponibles, en faisant recours aux instruments modernes d'analyse des données. L'Organisation mondiale des douanes fait néanmoins face à de nombreux obstacles tels que le commerce illicite, qui est une menace sanitaire, et les organisations terroristes et criminelles. La douane peut identifier quelles sont les magnitudes de cette commerce illicite, mais aussi c'est en employant la gestion de risque, parce qu'il y a beaucoup de commerce et pour cela la douane reçoit beaucoup de données commerciales. La modernisation du secteur des douanes va donc permettre de renforcer le commerce intra-africain, de réduire ainsi la vulnérabilité des économies africaines pour une meilleure participation à l'agenda de développement du continent. Parlons transport à présent. Mardi prochain pourrait être un mardi noir, notamment à Yaoundé. 2 organisations syndicales du secteur des transports annoncent un débrayage, grève pour le secteur des mototaxis, mais également le secteur numéro 1, Vision 4 Télévision, et pour compter de la date de signature de la présente décision, relever de ses fonctions et affecter à Satellite FM. Article 2, le directeur des ressources humaines, le directeur de Vision 4 Télévision, le directeur chef de chaîne et chef service du personnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision. Signé le président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Bellinga. Parlons climat à présent. La COP23 a choisi Bonn en Allemagne pour ce rassemblement qui va revisiter les accords de Paris qui sont très critiqués aujourd'hui, notamment par les États-Unis d'Amérique. Denis Sassou Nguesso est présent, le président congolais, en tant que président également de la commission climat du bassin du Congo. Il appelle à la mobilisation internationale pour le soutien au Fonds bleu. C'est une initiative porteuse qui devrait permettre de sauver la biodiversité dans le bassin du Congo. Sylvestre Messi. À la tête d'une forte délégation congolaise présente à la COP23 à Bonn en Allemagne, Denis Sassou Nguesso invite la communauté internationale à soutenir l'initiative du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Nous pensons que la création de ce Fonds bleu, avec le soutien
de la communauté internationale pourrait permettre à ces pays de mieux gérer ces réserves forestières, ces réserves en eau, et accélérer le développement parce qu'il s'agira avec les eaux du bassin du Congo de produire déjà de l'énergie propre. Pensez seulement au barrage d'Inga, que l'on réalise le barrage d'Inga et que nous aurions produit de l'électricité propre pour une grande partie de l'Afrique. Avant l'ouverture officielle des travaux de cette 23e conférence sur le climat, Denis Sassou Nguesso et ses homologues Macky Sall du Sénégal, Mamadou Issoufou du Niger et Alpha Condé de la Guinée, président en exercice de l'Union africaine, se sont entretenus avec le chef d'État allemand Frank-Walter Steinmeier au sujet du financement des actions de prévention de l'environnement en Afrique. Les chefs d'État africains ont traduit à leur homologue allemand la nécessité de mettre en pratique les décisions prises lors de la COP21 à Paris, à savoir le financement à hauteur de 100 millions de dollars des actions de lutte contre les changements climatiques et la mise en œuvre du Fonds vert pour le climat. Le chef d'État allemand s'est engagé à accompagner l'Afrique dans ce combat. En sa qualité de président de la Commission du bassin du Congo et de l'initiative du Fonds bleu pour le bassin du Congo, Denis Sassou Nguesso a salué la volonté des Africains à parler d'une seule voix à la 23e conférence sur le climat qui s'achève ce 17 novembre. Et cette voix des pays africains insiste sur la mise en œuvre des accords de Paris relativement à la COP 21 qui sont devenus problématiques aujourd'hui. Les États-Unis, notamment sous Donald Trump, affichent des positions problématiques et controversées. Comment sauver la planète face à ces divergences et face à la nécessité justement d'une mobilisation mondiale? Mathieu Wamba. Malgré les menaces de retrait américain, les dirigeants du monde viennent défendre l'accord de Paris. Lors de cette conférence de Bonn sur le climat, le monde fait alors un pas vers une conscience écologiquement correcte. Chine, Inde, États-Unis. Les plus grands pollueurs ergotent sans mesures concrètes. Inondations, tremblements de terre, glissements de terrain, fonte de glace, sécheresse sévère avec des implications négatives sur l'agriculture au sud. L'industrie du bois qui continue de sévir en toute impunité dans les bassins du Congo et de l'Amazonie, le pétrole et la liste de litanie est longue. Conséquence, le monde a vécu l'une des plus grandes sécheresses de son histoire en 2017. L'Afrique reste plus exposée et les différentes crises alimentaires enregistrées sur la Corne de l'Afrique attestent de l'urgence d'une harmonisation de vues pour sauver l'humanité. Les grandes mesures prises à Paris lors de la COP 21, à savoir la mise en route de la taxe carbone, l'implication du secteur privé dont les patrons de l'industrie dans les transports routiers, notamment ceux qui font la ligne de Soa où se trouve l'université de Yaoundé 2. Les organisations en question qui ont émis ce préavis de grève parlent toujours des abus divers venant de la police communale, mais également des forces de police régulières avec plusieurs conséquences. Florent Zanga. Une marche à pied obligatoire pour les populations des zones urbaines et périurbaines du Cameroun s'annonce dès mardi 21 novembre. Le syndicat national des mototaximens est déterminé à observer son mot d'ordre de grève après le préavis déposé dans les services du Premier ministre le 6 novembre dernier sans suite favorable. Nous avons décidé aujourd'hui de faire un point de presse pour déclarer et pour donner notre détermination. Nous avons même saisi encore le Premier ministre tout à l'heure pour confirmer que la grève c'est mardi 21. Ils estiment être victimes d'abus, arnaques par des agents communaux, tracasseries policières, non-aménagement des espaces d'embarquement, pourtant conclus par les mairies et le ministère des Transports. On prend ta moto, l'impôt qui est à 4 000, même si tu as payé tout ça, tu as tous tes papiers, l'impôt, vignette, on vous arrête, on ne regarde pas tout ça. On t'amène là-bas, tu payes l'amende à l'auteur de 15 000. Le secteur compte plus d'1 million d'acteurs sur toute l'étendue du territoire et a été reconnu par le chef de l'État dans un de ses discours à la jeunesse. C'est le même son de cloche à la dynamique patriotique des syndicats nationaux et des acteurs des transports routiers du Cameroun qui entend également observer son mouvement de grève
le même 21 novembre, après le dépôt de leur préavis de grève datant du 7 novembre au Premier ministère, lui aussi resté muet. Sur ce préavis de grève, nous avions 5 revendications. Le transport clandestin, la liberté syndicale, le problème de route. 2 mouvements de grève dans les transports qui viennent rappeler celui du 23 novembre 2015, ici à la Camère, qui avait failli pousser les étudiants de l'université de Yaoundé 2 à la révolte. Les revendications restent les mêmes depuis pratiquement 2008, juste pour une histoire de paperasse, disent-ils, et d'arnaque. La réglementation de ce secteur va résoudre le problème du transport clandestin. Parce que nous avions revendiqué la reconnaissance de ce secteur d'activité. Jusqu'à aujourd'hui, la documentation n'est pas encore disponible. Les 2 mouvements d'humeur interviennent au moment où le pays vit des crises en zone anglophone, à l'extrême nord et est au dernier virage de l'année électorale, mais ceci n'ébranle pas. Nous sommes bien conscients et je pense que les problèmes que nous posons sont des problèmes faciles à gérer. Quand nous avons les problèmes, on doit déposer sur la table du gouvernement. On ne doit pas attendre, regarder le moment où ceci, cela. C'est parce que nos gars sont arnaqués. Ils sont déterminés et entendent aller jusqu'au bout si cette fois leurs revendications ne sont pas résolues. On n'a pas besoin de grève pour faire la marche à pied sur la nationale numéro 10. Entre Bertoua et Moloundou, dans la région de l'Est, l'état de la route impose à certains endroits, d'ailleurs à plusieurs endroits, cette marche à pied. Pour les commerçants, c'est difficile. Certains tronçons sont traversés par des pirogues, les bacs étant en panne depuis quelques années maintenant. Chemin de croix, calvaire, raconté par Karine Okomo. Voici ce qu'il reste de la nationale numéro 10 qui relie Bertoua, chef-lieu de la région de l'Est, à Moloundou dans le département de la Bumba Ngoko. Cette longue route d'environ 400 km est de moins en moins praticable à cause de son état de délabrement avancé. La route est tellement mauvaise à un niveau que même les motos, même nous qui sommes les piétons, on est incapables de marcher. Tous les jours, c'est une véritable gymnastique que les populations sont appelées à effectuer pour se rendre à Bertoua et vice-versa. C'est en moto que les voyageurs atteignent le fleuve KDI, moyennant un coût qui varie entre 3500 et 5000, puis empruntent des pirogues pour la traverser, puisque le bac sur le fleuve est en panne depuis quelques années. Nous prenons les clients à 3500, 5000, donc ça n'a pas un montant fixe. Arriver ici à la KDI, c'est des femmes pour traverser, afin de prendre la voiture là-bas à 15 euros pour continuer jusqu'à Bertoua. Donc c'est tellement pénible, il n'y a pas la route ici chez nous. Une traversée qui n'est pas sans risque, car des personnes et des